Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Madame, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Vous êtes sûrement nombreux téléspectateurs de Par le Monde à apprécier le retour, c'est-à-dire la rentrée officielle de ce programme d'information politique, économique et touristique, le Constieka Week News, cette version hebdomadaire qui vous est proposée sur votre chaîne de télévision. Je suis Constieka. À l'entame de cette émission, nous allons parler de nombreux pays d'Afrique et surtout le sommet sino-africain qui réunit nombreux chefs d'État. Mais pour l'instant, nous parlerons du Cameroun, nous allons parler du Congo, nous allons évoquer le Tchad, le Sénégal, la Chine, bien sûr, comme je disais tantôt, et la Côte d'Ivoire, dont beaucoup d'événements politiques et surtout dans le développement s'y passent. Nous allons parler aussi de la RDC, le pays du président Tshisekedi. Nous irons faire un tour du côté du Nigeria, ensuite au Botswana. On n'a pas l'habitude d'aller faire souvent un tour de ce côté de l'Afrique australe, on y parlera, du Botswana. Et enfin, nous allons vous accorder un grand format. Et dans ce grand format, il s'agira de vous parler d'une grande dame, une icône de l'Afrique. Restez des nôtres. S'il est évident que ce début de mois de septembre a été rythmé par le grand sommet qui se tient du côté de la Chine, il faudrait noter que ce sommet a vu la présence de nombreux chefs d'État africains. Le président chinois Xi Jinping a reçu en grande pompe une vingtaine de dirigeants africains. Ce sommet sino-africain sur fond de promesses de coopération dans les infrastructures, l'énergie et l'éducation. Entre autres chefs d'État, notons la présence du patriarche camerounais Paul Biya et une forte délégation camerounaise, ainsi que la présence de son Excellence M. Thiemoko Kone, vice-président de la République de Côte d'Ivoire, présent à ce sommet sino-afrique. La présence de son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République gabonaise, et nombreux chefs d'États africains qui sont tous en Chine. D'ailleurs, la presse locale chinoise n'a eu cesse de publier la satisfaction du peuple chinois de savoir ô combien leur président Xi Jinping est un vrai ami de l'Afrique. Comme je vous disais tantôt, dans ce programme, on parlera beaucoup de ce sommet sino-africain, avec la présence des chefs d'État d'Afrique qui sont allés discuter avec ce pays qui a une attention particulière sur le continent africain. Restez des nôtres. Nous allons évoquer la rentrée scolaire. La rentrée scolaire pour la diaspora africaine à Paris. Elle a fait cette rentrée le 2 septembre, comme tous les Français d'ailleurs. Ce fut le cas aussi du côté du Gabon, le 2, et une autre rentrée, je crois, le 16 septembre prévue. En Côte d'Ivoire, c'est le 9 septembre, idem pour le Cameroun, 9 septembre. Du côté du Sénégal, on parle du 16 septembre. Bref, la rentrée scolaire, la rentrée pratiquement de tous les médias, même des gouvernements. Restez des nôtres, nous allons parler de cette rentrée scolaire avec le premier élément dédié à la Côte d'Ivoire. Restez des nôtres. Avant de vous proposer le premier élément qui concerne spécifiquement la rentrée scolaire, rien de plus normal quand on parle d'école, de remercier notre partenaire officiel, à savoir l'Université internationale de Libreville. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée. Et sa toute nouvelle école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique.
Inscription ouverte pour l'année universitaire 2024-2025. Qu'est-ce que ça fait plaisir de démarrer une nouvelle saison de cette émission, tout en remerciant notre partenaire officiel, l'Université internationale de Libreville, qui va accueillir tous les jeunes africains qui ont démarré ce mois de septembre avec les rentrées scolaires un peu partout, de finir leur cycle scolaire, leur cycle, je dirais, secondaire, et enfin de rentrer à l'université. Et la meilleure université à choisir n'est autre que celle de Libreville. Dans cette université, le souci permanent est de préparer la jeunesse à être tout de suite effective dans le marché du travail. Nous allons parler de la Côte d'Ivoire et rien de plus normal, le ministère est dirigé par le professeur Mariatou Koné. La ministre Mariatou Koné réitère la détermination du gouvernement ivoirien à consolider les acquis de la renaissance de l'école ivoirienne. La ministre de l'Éducation nationale a indiqué que la diversité des enjeux et la complexité des défis liés à cet engagement induisent un renforcement de la synergie d'action à tous les niveaux. Lors de son allocution à Niamey, l'approche banlieue abidjanaise, elle s'est félicitée de la baisse très sensible du phénomène de la fraude depuis 2021 et s'est par ailleurs réjouie de l'amélioration continue des résultats. Pour cette année scolaire 2024-2025, la ministre a fait savoir que l'effort de l'État, appuyé par ses partenaires techniques et financiers, est de l'ordre de 21 milliards de francs CFA. Plus de 34 000 tables bancs et la distribution de 16 957 kits scolaires aux élèves de l'enseignement primaire public dès la rentrée 2024-2025. 118 écoles préscolaires, 219 écoles primaires et 119 collèges, dont 68 collèges de proximité. Madame Mariatou Koné a attiré l'attention de la communauté éducative à la responsabilité afin d'offrir à la Côte d'Ivoire les ressources humaines de qualité. Si nous avons pris un peu plus de temps comme ça pour présenter un tout petit peu tout ce que fait cette ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation en Côte d'Ivoire, le brillant professeur Mariatou Koné, c'est dire simplement qu'elle attache une importance capitale et qu'elle a hérité d'un ministère pas très facile, d'ailleurs sous d'autres cieux. Mais en Côte d'Ivoire, il fallait parler de redressement de l'école ivoirienne. Reportage Ousmana Koulibaly, Charlotte Abdoulaye, Marcel Bassolé. L'école en Côte d'Ivoire reprend officiellement ses droits le 9 septembre 2024. Les orientations de la nouvelle année scolaire 2024-2025 sont de l'essor du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Elles devraient permettre de poursuivre la redynamisation de l'école ivoirienne portée par les grands principes de la Côte d'Ivoire solidaire. Il est à noter que les belles performances du CEPE, 83,46% en 2024 contre 71,28% en 2023. S'agissant du BEPC, 40,18% en 2024 contre 31,47% en 2023. Quant au baccalauréat, 34,17% en 2024 de réussite contre 32,09% en 2023. C'est avec ces résultats des examens à grand tirage que l'école ivoirienne a clos l'année scolaire 2023-2024. Des résultats en hausse qui traduisent bien l'engagement et la détermination du gouvernement ivoirien à améliorer les performances du système éducatif et offrir à tous les enfants une formation de qualité. Les parents nous donnent ici leur avis sur l'école ivoirienne. L'école ivoirienne est un peu en baisse. Je loue aussi le courage de la ministre Mariatou Koné qui, tant bien que mal, essaie de restructurer l'école pour redonner le blason, son blason dont on connaît avant. Donc pour moi, il y a beaucoup à faire sur l'éducation, sur l'école ivoirienne et son éducation, tant bien qu'au niveau des instituteurs, des professeurs, tant bien aussi que des jeunes qui vont à l'école, les écoliers, les collégiens, les primériens et tout ça. Au niveau de l'évolution de l'école ivoirienne, je pense que comparé aux générations antérieures, disons 10 ans en arrière, il y a quand même une petite régression. Voilà, mais dans l'ensemble, on note quand même une certaine évolution ces 5 dernières années. J'espère que ça va continuer parce qu'il y a eu beaucoup de réformes qui ont été entreprises. Aussi au niveau de la discipline, en milieu scolaire, il y a eu des efforts qui ont été menés. Donc nous espérons que sur le long terme, si on continue comme ça, on puisse quand même
atteindre le niveau que certaines personnes avaient ou bien qu'on avait dans le système 10 ans en arrière et même aller au-delà. Les ambitions du gouvernement de bâtir une école qui compte parmi les meilleures s'appuient depuis sur des états généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, EGENA, organisé du 19 juillet 2021 au 22 avril 2022. La mise en œuvre des recommandations permettra de consolider et de pérenniser les acquis, identifier les faiblesses pour les corriger par des mesures appropriées afin de dessiner les futurs de l'école ivoirienne. Soucieux du devenir de leur progéniture, CNN a recueilli quelques avis. Pour moi, je pense que le gouvernement a réussi. Pour moi, ça a réussi parce qu'avant et maintenant, ce n'est plus pareil. Voilà. Avant, quand on voyait un élève de 6e, même quand on lui pose une question, la personne n'arrive pas à répondre. Mais maintenant, on voit qu'il y a une amélioration. Donc, pour moi, ça peut aller. Je pense que le gouvernement est en train de se battre pour que l'école ivoirienne soit à la hausse. Mais je pense que d'ici quelques années, ça va aller. Le gouvernement a beaucoup investi dans le milieu du scolaire. Les années précédentes, où nous avons connu des années blanches et tout, pour cette année et les années qui ont passé, on a eu un parcours scolaire qui a été très bien fait. Donc l'État s'est plus concentré sur l'évolution, l'éducation et tout. Donc on n'a pas de problème à ce niveau-là parce que l'État travaille beaucoup sur l'évolution des enfants et tout pour que tout aille mieux. Pour parvenir à une école de qualité, le gouvernement ivoirien a engagé de nombreuses actions, dont la lutte contre la tricherie et la fraude aux examens, à grand tirage à travers des mesures et des actions de grande envergure grâce aux moyens technologiques déployés, vidéosurveillance et détecteurs de métaux, et à la vigilance des encadreurs qui ont permis de réduire considérablement le nombre de cas. On est passé de 16 180 cas en 2020 à 10 382 en 2021, puis à 4 236 en 2022 et à 1 943 en 2023. L'intensification de la lutte permet de garantir aujourd'hui la crédibilité des diplômes et la satisfaction des parents d'élèves. Je pense qu'il y a une nette amélioration parce que cette année-là, on peut dire qu'on a eu plus d'opportunités avec les différents concours qui ont été lancés par le ministère de l'Éducation, qui ont permis à plusieurs personnes aussi de postuler. En tout cas, puis en plus, après la formation aussi, on a eu plus d'accès aux différents stages qui peut aussi aider à son sortie. Parce qu'en tout cas, il y a une nette amélioration considérablement aux autres années passées. Je peux dire qu'ils ne sont pas trop en hausse, mais c'est le juste milieu. Moi, c'est mon avis. Pour l'accroissement de l'offre et de la qualité de l'enseignement, d'importants investissements ont été faits. On dénombre 39 collèges qui ont été réceptionnés, dont 12 au titre du C2D et de 27 par les collectivités territoriales à la fin de décembre 2023. Dans le primaire, on note une augmentation de salles de classe de 2% en 2023 par rapport à l'année précédente pour atteindre 105 004 salles de classe. Le nombre d'enseignants s'est aussi accru de 3,8% sur la même période pour atteindre 105 502. Le ratio élèves-enseignants se maintient à 42 de 2021 à 2023. Pour l'année scolaire 2023-2024, les élèves ont bénéficié de 3 769 663 kits d'une valeur de 7,8 milliards de francs CFA. Plus de 50 millions de kits scolaires ont été distribués par le gouvernement dans les établissements primaires publics de la Côte d'Ivoire pour une valeur de 130 milliards de francs CFA de 2011 à 2023. Ce que je peux dire au gouvernement, c'est que les kits que nous donnons à l'école n'est pas trop beaucoup. Les kits sont petits. Il doit donner des livres, des cahiers, des bics. C'est quand nous dans l'école, on donne des cahiers, des bics, pas des sacs. Donc il demande au gouvernement si il peut nous aider à ce propos-là, pour nous envoyer les kits, les cahiers, les sacs, pour aider aux enfants orphelins aussi. Les kits scolaires que le gouvernement donne aux élèves, je pense que c'est bien, parce que ça aide les parents de faire moins les dépenses des fournitures. Et sur la fourniture, et c'est très bien pour ça. Le ministère de l'Éducation nationale poursuit la lutte contre les violences basées sur le genre et les grossesses en cours de scolarité. 124 943 filles scolarisées ont bénéficié d'interventions dans les espaces sûrs scolaires dans 212 collèges au 31 décembre 2023.
Toutes ces actions portent leurs fruits. Ainsi, dans l'enseignement secondaire, les indicateurs enregistrent une amélioration par rapport à leur niveau de 2021. Au premier cycle, de la 6e à la 3e, le taux d'achèvement, qui était de 60,7% en 2021, a gagné 10,22 points pour atteindre 70,92% en 2023. Quant au second cycle, de la classe de seconde à la terminale, le taux d'achèvement est passé de 36,50% en 2021 à 38,10% en 2023. Et comme bon point, il faut aussi relever que depuis quelques années, le climat social, le dialogue permanent et l'engagement de tous les acteurs ont permis d'avoir des années scolaires normales, sans perturbation et zéro congé anticipé afin d'atteindre le quantum horaire nécessaire. Des avancées qui confirment la redynamisation du système éducatif ivoirien pour une école de qualité et inclusive. Et oui, qu'est-ce que ça fait plaisir de voir le professeur Mariatou Koné très engagé au redressement de l'école ivoirienne pour le plaisir non seulement du gouvernement ivoirien, mais de toute la population, surtout des parents d'élèves. On se retrouve juste après la réclame. Nous quittons la Côte d'Ivoire pour le Cameroun, le pays du président Paul Biya. Et au Cameroun, une région marque le pas dans de changements, les modifications et surtout l'avancée dans le développement. C'est la région du littoral. Et dans cette région, un gouverneur a été efficace. C'est le gouverneur Samuel Dieudonné Iva Diboa. Nous allons au Cameroun et dans la région de Douala. À Douala, le gouverneur de la région du littoral donne une caution gouvernementale à la 3e édition du Festival international de la banane plantain. M. Samuel Dieudonné Iva Diboa préside cette cérémonie parrainée par son Excellence Paul Biya, chef de l'État camerounais. M. Samuel Dieudonné Iva Diboa a présidé cette cérémonie par sa présence effective, une cérémonie parrainée par son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. Reportage de l'équipe de CNN Cameroun, dirigé par Stéphane Nigou, avec la complicité de Richard Gozo, Charlotte Abdoulaye, Séverin Tchatchoua et Eric Bikek. Le mardi 3 septembre 2024, sous le haut patronage du chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya, le gouverneur de la région du littoral Samuel Dieudonné Iva Diboa, avec à ses côtés la vice-présidente du Sénat du Cameroun, Madame Armandine Bell, le représentant du maire de la ville de Douala, ainsi que Madame Françoise Mango, double médaillée olympique et par ailleurs égérie du 3e festival de la banane plantain au Cameroun, invité les forces vives de la région du littoral dans un hôtel de la place de Douala, afin que le promoteur et le jeune capitaine des industries agricoles, M. Samuel Tony Obam Bikwe, président national du FBPC, présente le programme du Festival international de la banane plantain en détail. La 3e édition du Festival international de la banane plantain se tiendra du 4 au 15 décembre 2024 dans les villes de Douala, Kribi et Yaoundé. Ce festival qui s'ouvre dans la ville de Douala, porte d'entrée du Cameroun, offrira une panoplie d'activités aux visiteurs, notamment une rencontre de football opposant les anciennes gloires brésiliennes et anciennes gloires camerounaises le 7 décembre prochain au complexe sportif Japoma. Une foire exposition vente du Made in Cameroun, des rencontres d'affaires B2B, symposium et ateliers sur les opportunités d'affaires dans la chaîne des valeurs de la banane plantain, concerts géants de musique avec des artistes de grande renommée et des danseuses carnavalesques brésiliennes avec des vedettes nationales et des attractions diverses. Ce secteur banane plantain devra à court terme booster l'économie du pays. La filière banane plantain qui occupe plus de 6 millions de Camerounais dans 8 régions sur 10 et qui vise un marché africain d'environ 650 millions de consommateurs par l'exportation de la banane fraîche et ses dérivés parmi lesquels nous pouvons citer les farines, les chips, les biscuits, la bouillie pour nourrissons, le biocarburant, le biogaz, le vin, les sacs, les mèches, etc. L'accent sera particulièrement orienté vers les innovations de la filière, surtout la mise en place d'un centre d'incubation en bébé dans le département de l'Océan et des financements spéciaux allant de 10 à 250 millions pour l'importation de la banane plantain vers les pays tels que le Nigeria et le Congo. Afin de parfaire cet événement, une commission brésilienne avait déjà effectué un séjour au Cameroun les 12 et 17 mai 2024.
L'objectif principal de cette réunion était de continuer à informer et à sensibiliser sur les possibilités économiques, touristiques, sportives, sociales et culturelles que les acteurs économiques nationaux pourraient exploiter afin de bénéficier des opportunités d'affaires que la ville de Douala offrira, en particulier pendant les fêtes de fin d'année. Son promoteur exprime déjà sa gratitude envers le chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya, et les forces vives de la région côtière. Nous venons d'assister à une manifestation fortement spirituelle qui montre à quel point la région du littoral épouse la vision de son Excellence Paul Biya, président de la République. C'est lui qui a bien voulu construire le complexe sportif de Japoma. C'est lui qui a bien voulu patronner la fête internationale de la banane plantain. C'est lui qui a bien voulu faire de la banane plantain une filière prioritaire de la SND 30. Je suis surpris de voir une salle aussi bondée, plus de 400 personnes. Je suis humblement surpris de voir à quel point la région du littoral a pris ce problème à bras le corps. J'ai même l'impression que les autres régions vont s'en inspirer. Je ne peux que dire au littoral qu'ils sont en train de montrer l'amour qu'ils ont pour un patriarche. Parce qu'aujourd'hui, le président de la République est un patriarche, c'est une figure mystique même pour nous les jeunes. Et je lui dis vraiment merci d'avoir permis que la filière banane plantain puisse utiliser son nom. En ce qui concerne Madame Françoise Mango, double médaillée olympique et égérie du 3e festival de la banane plantain, l'excellence est l'objectif principal de cette vision. La première des choses, c'est l'excellence qui est mise ici en avant et encourager les promoteurs, encourager les économistes et remercier l'État d'accompagner ce festival-là pour que ce soit une grande fête autour de la banane plantain. Que cette semaine de festival soit nos Jeux olympiques au Cameroun. Pourquoi pas? Voyons-le comme ça, parce que ce serait l'occasion de présenter notre culture, notre tradition autour de la banane plantain et de faire découvrir au monde entier les valeurs et les richesses du Cameroun. C'est un bon prétexte pour vraiment montrer qu'on est aussi non seulement une terre d'accueil, mais aussi on est une terre de richesse autour de la banane plantain qui a plusieurs dérivés et que ces économies, ces exportateurs et même l'État accompagnent donc cela pour que cela puisse être jusqu'au niveau international et automatiquement notre jeunesse aura encore d'autres opportunités pour pouvoir avoir de l'emploi. Après cette cérémonie de la 3e édition du Forum sur le plantain au Cameroun, nous allons au Tchad. Le Tchad à la crête du Cameroun, ce pays dirigé par son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno. Le président Mahamat Idriss Déby Itno, qui lui aussi en Chine, et la raison de sa présence à Beijing est de prendre part au 9e Forum sur la coopération sino-africaine. Reportage Gozo Richard, Charlotte Abdoulaye, Séverin Tchatchoua et Marcel Bassolé. Le lundi 2 septembre 2024, son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, est arrivé à Beijing, en Chine, pour participer au 9e Forum sur la coopération sino-africaine. Beijing, la capitale chinoise porteuse d'une histoire de plus de 3 millénaires, est devenue en ce début du mois de septembre 2024 le principal point de convergence des leaders africains. C'est en effet cette ville, connue aussi bien pour son architecture moderne que pour ses sites anciens, qui a été choisie par les autorités chinoises pour accueillir les travaux du 9e Forum sur la coopération sino-africaine, FOCAC, prévu du 4 au 6 septembre 2024. Aujourd'hui, c'est la canicule au terminal VIP de l'aéroport de Beijing, mais pas suffisamment intense pour perturber l'enthousiasme avec lequel les autorités chinoises et les diplomates tchadiens ont préparé l'arrivée de leur hôte de marque, son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad. Le dispositif du jour est unique, le tapis rouge est minutieusement déroulé, un détachement de l'armée chinoise est déployé, les majorettes sont mobilisées et les drapeaux du Tchad et de la Chine flottent côte à côte. L'avion qui transporte à son bord le président de la République et la délégation qui l'accompagne a atterri à Beijing à 11h locales, soit 4h au Tchad. À sa descente d'avion, le chef de l'État tchadien, son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, a été chaleureusement accueilli par les autorités chinoises sous la conduite du ministre de
l'Environnement, Wan Ryung-kyu. Était également de l'accueil le ministre d'État, ministre des Finances, Tahir Amin Guilin, le chargé d'affaires de l'ambassade du Tchad en Chine, Idriss Amat Djebere, l'ambassadeur de Chine au Tchad, Wang Xingling, et le responsable de la municipalité de Beijing. Accueil suivi par les salutations au détachement militaire qui lui rendait les honneurs avant un arrêt devant les majorettes mobilisées pour un bel spectacle d'accueil au terminal VIP de l'aéroport international de Beijing. Au moment où le cortège du président de la République s'ébranle vers la ville, une autre effervescence attendait la délégation à la résidence du chef de l'État tchadien, où de nombreux compatriotes, la fibre patriotique dans le corps, y ont fait le déplacement pour exprimer de vive voix leur joie de recevoir leur président et de communier avec lui. Son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, le président de la République du Tchad, se rend en Chine à l'invitation de son homologue chinois Xi Jinping afin de célébrer avec ses frères africains l'amitié sino-africaine et de définir les orientations de cette coopération pour les années à venir. Après le Tchad, nous allons toujours rester en Chine, mais nous allons parler de la Guinée-Conakry. En Guinée-Conakry, il faudrait dire que le président et madame se sont rendus eux aussi en Chine. Le couple présidentiel guinéen a quitté Conakry pour un séjour en Chine afin de prendre part au sommet sino-africain qui se tient à Beijing. Il est à noter que nombreux chefs d'État, comme je disais tantôt, prennent part à cet important sommet. Charlotte Abdoulaye, Richard Gozo, Séverin Tchatchoua et Marcel Bassolé nous relatent ici le départ du président Mamadi Doumbouya. Le général Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée et chef de l'État, accompagné de la première dame, Madame Lauriane Doumbouya, a atterri le dimanche 1er septembre 2024 à l'aéroport international de Pékin à 14h heure locale, soit 6h GMT, pour participer au 9e forum sur la coopération sino-africaine. À sa descente d'avion, le président de la République et son épouse ont été reçus avec les honneurs des hautes autorités chinoises, incluant les représentants éminents du Parti communiste chinois, du gouvernement central et de la municipalité de Pékin, ainsi que par l'ambassadeur de Guinée en République populaire de Chine, Madame Aminata Koïta. Une importante délégation guinéenne était également présente, composée notamment du ministre directeur du cabinet de la République, Djiba Diakité, des ministres des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, Dr Maurice Sanda Kouyaté, et de la coopération, Ismaël Nabé, des mines et de la géologie, Bouna Silla, des infrastructures et des travaux publics, Mahamadou Abdoulaye Diallo, du commerce, de l'industrie et des PME, Dr Diaka Sidibé. Était également présent le conseiller à la présidence, Ousmane Doumbouya, le ministre directeur de cabinet de la primature, Mohamed Lamine Si Savané, ainsi que plusieurs autres hauts cadres. Depuis l'aéroport international de Pékin, le couple présidentiel a rejoint sa résidence, où une forte communauté guinéenne l'attendait pour communier avec le chef de l'État. L'arrivée du président de la République et de son épouse dans la capitale chinoise marque un moment significatif dans les relations entre la Guinée et la Chine, consolidant les liens historiques et stratégiques qui unissent les deux nations. L'invitation spéciale adressée au général Mamadi Doumbouya par le président chinois Xi Jinping souligne l'importance que la Chine accorde aux réformes engagées en Guinée depuis le 5 septembre 2021. Sous la direction éclairée du chef de l'État guinéen, le général Mamadi Doumbouya, la Guinée a entrepris des réformes significatives, renforçant ainsi sa position sur la scène internationale. Lors du FOCAC, le programme visionnaire du développement socio-économique hautement stratégique, le Simandou 2040, sera au cœur des discussions stratégiques de haut niveau entre les deux pays, notamment sur différents domaines, entre autres l'agriculture, l'industrie alimentaire et le commerce, l'éducation et la culture, les infrastructures, les transports et les technologies, l'économie, les finances et l'assurance, la santé et le bien-être.
La visite du chef de l'État en Chine, à l'occasion de ce forum, sera marquée par un agenda particulièrement chargé. En plus du tête-à-tête prévu avec le président Xi Jinping, le président de la République tiendra des échanges de haut niveau avec les dirigeants de grandes entreprises étatiques chinoises. En point d'orgue, le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, organisera un dîner en l'honneur de son hôte, le général Mamadi Doumbouya. Ce dîner sera également honoré par la présence de l'un des 7 membres du Parti communiste chinois. En définitive, la participation de la Guinée à ce forum symbolise non seulement le renforcement des relations bilatérales avec la Chine, mais aussi la volonté de la Guinée de jouer un rôle clé dans le développement économique et politique de l'Afrique. Le 9e forum sur la coopération sino-africaine 2024 offre à la Guinée une opportunité de s'engager dans des discussions stratégiques, d'attirer des investissements et de renforcer son partenariat avec la Chine dans une perspective de développement mutuellement bénéfique. Eh oui, ces chefs d'État, je vous ai dit que la Chine va rythmer cette émission. Ce premier numéro de la rentrée 2024-2025, nous allons quitter la Guinée-Conakry, un temps soit peu, pour revenir en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, où le développement est exponentiel. Peut-on dire, sans se tromper, tableau d'honneur au Premier ministre chef du gouvernement, son Excellence Robert Begré-Mambé? La réponse est oui. Peut-on dire tableau d'honneur au ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier de Côte d'Ivoire, M. Amédée Kofi Kwaku? La réponse est oui. En effet, le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire fait des prouesses au quotidien pour le bonheur des populations, qui pour certains ne s'en rendent pas encore compte. Mais cela ne saurait tarder. Tableau d'honneur au gouvernement de la République de Côte d'Ivoire pour toutes ces prouesses et pour ce développement infrastructurel vertigineux, comme nous relate ici la caméra de Ousmane Koulibaly, assisté du Lévite Vonon Eli, et à la post-production Marcel Bassolé. Les autorités ivoiriennes ont pour objectif de transformer la ville d'Abidjan et de favoriser la mobilité urbaine face à l'urbanisation croissante. La construction d'autoroutes, de ponts et d'échangeurs témoigne de cette volonté de renforcer l'image de la ville d'Abidjan. La ville d'Abidjan vient d'être équipée de diverses nouvelles infrastructures. En plus des nouvelles infrastructures ouvertes à la circulation, l'échangeur de l'amitié ivoire-japonaise Shinzo Abe, la voie de contournement d'Abidjan Y4, ainsi que les 4e et 5e ponts d'Abidjan. La ville d'Abidjan est toujours en processus de construction, comme les échangeurs en construction au carrefour Aquaba ou encore sur le boulevard Kofi Germain Gado, anciennement appelé boulevard François Mitterrand. Tous ces travaux sont inclus dans le plan d'urbanisme du Grand Abidjan à l'horizon 2030. Sur ce boulevard Oufo-Boigny, tous les carrefours se trouvaient à niveau, ce qui fait que ça crée beaucoup d'embouteillages, donc de congestion aux différents croisements. Donc c'est pour ça qu'un certain nombre d'ouvrages ont décidé d'être faits. Le Grand Abidjan dispose d'une multitude d'infrastructures routières pour faciliter le trafic. Si vous allez vers l'aéroport, actuellement il y a l'échangeur d'Aquaba qui est en train d'être fait, qui est prévu finir fin novembre. On a décidé donc de déniveler tous les carrefours, fluidifier le trafic pour ceux qui vont soit au plateau ou qui vont vers l'aéroport. À l'école de police, il y a des travaux qui sont en train d'être faits. L'échangeur de la Riviera 2 est déjà fait. À la Riviera 3, vous voyez qu'il y a un autre échangeur qui est en train d'être fait. À la Riviera Palmeraie. Après, vous arrivez à Faya. On a quasiment terminé l'ouvrage. Il ne va rester que l'ouvrage d'Abata. Donc, quand vous allez sur le boulevard anciennement Mitterrand, aujourd'hui Kofi Gado, pour aller vers Bergerville, tous les carrefours seront dénivelés. Concernant le délai de réalisation des travaux, M. Amédée Kofi Kwaku, ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, rassure les habitants. Malheureusement, on ne peut pas manger des omelettes sans casser les œufs. Le temps des travaux, mais là les travaux sont terminés, on pense qu'il va y avoir beaucoup de soulagement. À Aquaba, tout le monde voit l'ouvrage en train de se dresser dans quelques temps. Je pense que les Ivoiriens pourront circuler de façon aisée. Les habitants, de leur côté, aspirent à ce que les travaux soient terminés dans les plus brefs délais afin de pouvoir profiter de leur route au quotidien et vaquer paisiblement à leurs occupations. Eh oui, la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire et nulle part ailleurs. Le développement se fait à grande pompe en Côte d'Ivoire. On quitte la Côte d'Ivoire un temps soit peu pour le Sénégal, le pays de la Teranga.
Au Sénégal, un phénomène sur les influenceurs sénégalais qui ont opté pour tout ce qui est au-dessus de la ceinture. Je dis bien au-dessus de la ceinture. Et qui honorent l'Afrique. Ces influenceurs dont le comportement doit faire école ont décidé de s'enrichir dans la filière agricole. Vous verrez comment des influenceurs sénégalais utilisent les réseaux sociaux, le portable, pour accroître les revenus du système agricole. Reportage Séverin Tchatchoua, Charlotte Abdoulaye et Marcel Bassolé. De plus en plus de Sénégalais utilisent les plateformes numériques pour stimuler leurs activités de vente. L'agro-influenceur Mamé Abdou Diop réalise ce matin une vidéo TikTok. Il dirige une société qui gère les terres et cultive des différents produits tels que la pastèque, les mangues, les oignons et les haricots. Il y a quelques années, il a pris la décision de partager son activité sur les plateformes sociales. Je faisais juste les vidéos par plaisir. Je ne savais même pas à quel impact ça avait les réseaux sociaux. Mais dernièrement, j'ai eu beaucoup de clientèle venant de l'Europe surtout, qui même à distance, ils voient ce que je fais. Au début, moi j'avais contacté un groupe qui faisait du marketing, mais bon, sans aucun impact. Les gens, ils aiment ce qui est le naturel. Tu montres ce qui est vraiment ton travail et sans faire de montage, sans faire rien. Sur ses comptes TikTok et Instagram, il a respectivement 14 000 et 2 000 abonnés. Ses profits ont augmenté considérablement et sa clientèle a augmenté de manière significative, allant du simple au double. La vente en ligne offre la possibilité de rationaliser la chaîne de production en évitant les intermédiaires coûteux et inefficaces. Monsieur Pape Ndiaye, un vendeur de jus naturel à Dakar, a fait la connaissance de Diop en parcourant son compte Instagram. Et en scrollant sur Instagram, c'est là que j'ai vu sa publication. Donc j'ai vu qu'il vendait des mangues à un coût accessible, ce qui m'arrange un peu parce que moi je transforme et je revends avec une marge bénéficiaire. Donc j'ai vu la qualité qui était. Donc je l'ai contacté et il m'a livré dans les délais. Nogaï Sen, âgée de 27 ans, est une conseillère agricole qui dirige une entreprise spécialisée dans le conseil agricole. Elle a suivi une formation en production agricole. Elle diffuse des vidéos sur les réseaux sociaux où on la voit prodiguer des conseils sur la manière de cultiver et de mettre en place des systèmes d'irrigation ainsi que l'organisation de son champ. Je me considère comme un agri-influenceur, oui, vraiment, je me considère comme ça. Vu que je publie tout le temps des activités, seulement des activités agricoles sur la production végétale, donc je me considère comme tel. Un autre avantage de ces plateformes réside dans leur capacité à favoriser le partage et la transmission de connaissances à l'échelle panafricaine en mettant en contact les agriculteurs de différents pays de la sous-région et à l'échelle mondiale. Bravo aux influenceurs sénégalais. Vous savez, c'est pas facile, les reprises. On a été 2 mois un tout petit peu en vacances. Toute l'équipe est là, au point. Ousmane Koulibaly, Lévit Vaumont, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé, Lévit Vaumont. Tout le monde est là, mais c'est toujours un peu difficile de reprendre comme ça. Mais on va s'y faire dans ce programme qui est le vôtre, à savoir le Constieka en 8 News. Après le Sénégal, nous allons dans le plus grand pays d'Afrique, à savoir le Nigeria. Au Nigeria, nous allons parler de la mise en place du cadre juridique du gazoduc Nigeria-Maroc qui a été simplement validé. Le reportage Séverin Tchatchoua, Richard Gozo, Charlotte Abdoulaye et Marcel Bassolé. L'ouverture d'un atelier régional d'examen et de validation de l'accord intergouvernemental et de l'accord pays-hôte du projet unique du gazoduc Nigeria-Maroc a eu lieu le mardi 27 août 2024 à Abidjan en présence de Jean-Baptiste Aka, directeur de cabinet, représentant le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, et de Baya Ornibé Dabiré, directeur de l'Énergie et des Mines de la Commission de la CEDEAO. Le gazoduc Nigeria-Maroc, qui fera environ 6000 km de long, a pour objectif de connecter les ressources gazières du Nigeria au marché européen en passant par une douzaine de pays d'Afrique de l'Ouest. Bien plus qu'une infrastructure énergétique, le gazoduc Nigeria-Maroc est un vecteur de transformation pour notre région, un outil de coopération internationale et un catalyseur de prospérité économique. Ce projet a le potentiel de redéfinir la dynamique énergétique de notre région en renforçant notre position sur la scène mondiale. La disponibilité accrue du gaz naturel améliorera non seulement les capacités de production électrique, dont 42% de la puissance installée sera basée sur le gaz naturel d'ici 2033, mais également stimulera le développement économique, industriel et agricole de la sous-région ouest africaine. Le gaz naturel étant également une énergie pour le développement durable
Son utilisation abondante dans la région permettra à nos États de contribuer aux efforts du monde de lutte contre les changements climatiques, de booster la mobilité propre et durable et de stimuler la pénétration de l'énergie de cuisson propre. Le gazoduc Nigeria-Maroc est un méga projet qui va mobiliser environ 25 milliards de dollars. Il est donc crucial de parvenir à un consensus sur la documentation réglementaire et institutionnelle concernant ce projet offshore immense. Des documents indispensables pour 3 raisons au moins. La première, c'est d'assurer une gouvernance transparente et efficace, afin d'éviter les conflits et assurer une gestion efficace des ressources. La deuxième raison que nous relevons, c'est de faciliter l'intégration régionale. La troisième raison, c'est de stimuler le développement économique dans notre sous-région en fournissant de l'énergie électrique moins onéreuse à partir du gaz naturel pour satisfaire les besoins des industries, mais aussi de nos populations. La mise en place du cadre juridique est terminée. La décision finale d'investissement est prévue pour 2025 et les premières répercussions de ce pipeline transafricain sont attendues vers 2028. Après le Nigeria, nous allons faire un tour dans cet autre grand pays d'Afrique centrale, à savoir la République démocratique du Congo, la RDC. Ce pays dirigé par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est un grand président. Et dans ce pays, quelque chose qui sûrement va endeuiller de nombreuses familles, mais mérite d'être fait. À savoir la peine de mort pour les détenus. Une bande d'amateurs putschistes qui écopent de la peine capitale, comme pour dire plus jamais ça en Afrique. Que nos pays suivent leur développement normal et harmonieux pour le plaisir de nos populations. Reportage Marcel Bassolé, Charlotte Abdoulaye, Séverin Tchatchoua. La République démocratique du Congo est secouée par un procès qui suscite de vives tensions. Le ministère public a requis la peine capitale pour les 50 personnes accusées d'avoir participé à la tentative du coup d'État du 19 mai 2024 à Kinshasa. La présence de 6 étrangers parmi les accusés, dont 3 Américains, un Britannique, un Canadien et un Belge, tous d'origine congolaise, parmi les prévenus, donne une dimension internationale à cette affaire sensible. Selon le procureur, les 50 prévenus sont accusés d'attentats, de terrorisme, de tentative d'assassinat, d'association de malfaiteurs et de meurtre. Des accusations pouvant entraîner la peine capitale si les juges suivent les réquisitions, en particulier pour Marcel Malanga, le fils de Christian Malanga, chef du commando du 19 mai 2024. D'un autre côté, la clémence a été requise pour Alain Tikimo, un employé de l'auberge où le commando a été hébergé, qui selon les expertises médicales serait atteint d'un trouble psychologique. Les faits remontent au 19 mai 2024, où des individus armés avaient attaqué la résidence de l'honorable Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, ainsi que le palais de la Nation à Kinshasa, résidence officielle du président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Tshisekedi. Plusieurs individus avaient été tués lors de ces combats. Quant à l'avocat représentant le gouvernement congolais, les peines requises correspondent aux préjudices subis par la nation. Qu'est-ce que c'est qu'un pays dont les enfants vont se faire instruire ailleurs, se faire laver le cerveau ailleurs et qui reviennent ici, qui prennent les armes contre leur propre pays, n'est-ce pas? Alors, le ministère public vient de requérir là des peines qui sont sévères, tout à fait normal, mais il appartient au tribunal de finalement dire quelle est la peine qui convient pour chaque infraction. Le ministère public a également requis 250 millions de dollars de dommages et intérêts. Selon les avocats de la défense, les sanctions sont excessivement sévères et ils ont sollicité un délai pour préparer leur plaidoirie, délai qui a été accordé. Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi, si vous pouviez accorder ou demander au système juridique d'accorder ne serait-ce qu'une condamnation à perpétuité et non une condamnation à mort, ce sera aussi simplement la plaidoirie de toute l'équipe de CNN. Pour l'heure, nous allons du côté du Botswana.
Après la RDC, nous allons en Afrique australe. En Afrique australe, au Botswana. Botswana, ce pays dirigé par son Excellence M. Mokwetsi Masisi. Un très beau petit pays de par sa superficie, vous en conviendrez avec moi dans un instant. Le Botswana, dont la capitale est Gaborone, est aussi un petit pays d'Afrique australe avec une population estimée à 2 200 000 habitants. La particularité est son immense réserve de chasse, du Kalahari central avec des girafes, des guépards, des hyènes et des chiens sauvages qui développent un tourisme dont l'activité principale est le safari. Le Botswana est une démocratie parlementaire stable et souvent cité en exemple pour sa bonne gouvernance. On se souvient aussi que le Togo a emprunté cette voie de démocratie parlementaire. Au Botswana, il s'est passé récemment quelque chose de fabuleux, c'est la découverte du plus gros diamant au monde, un diamant de 2492 carats. On retient que le Botswana, comme nombreux pays africains, a un sous-sol très riche. Reportage Richard Gozo, Charlotte Abdoulaye, Séverin Tchatchoua et Marcel Bassolé. Le Botswana, dont l'économie repose en grande partie sur la production de ces minéraux, a été profondément ému par la découverte de l'un des plus gros diamants au monde. What? So this is the 2,492 carat stone. God is good. He's awesome. Le Botswana se place au premier rang des producteurs africains de diamants. Il s'agit de l'un des plus gros diamants bruts jamais découverts. Il a été découvert dans la mine de Karowe par la société minière canadienne, le Kara Diamond, située à environ 500 km au nord de Gaborone, la capitale du Botswana. Selon le gouvernement du Botswana, ainsi que plusieurs experts, il s'agirait du deuxième plus gros diamant jamais trouvé dans la Terre. La principale source de revenus du Botswana provient des diamants, qui représentent 30% du PIB du pays et 80% de ses exportations. Du côté du gouvernement, nous attendons toujours cela avec impatience, car nous espérons un retour sur investissement. Vous savez, une fraction de ce montant nous parvient invariablement et nous l'utiliserons à bon escient, comme toujours. Cela montre également au Botswana et au monde l'importance de l'exploitation minière, de la bonne gouvernance et en particulier de l'exploitation des diamants pour le Botswana. Le secteur du diamant au Botswana représente une source d'emploi majeure. Nous avons utilisé beaucoup des richesses minérales pour créer de nombreuses opportunités pour le Botswana, du droit à la scolarisation à la création d'emplois, en passant par la relance de l'économie par l'industrialisation. Nous nous penchons à présent sur cela, de sorte que des découvertes comme celle-ci peuvent en fait ouvrir beaucoup plus de voies afin que nous puissions réellement procéder à l'industrialisation et créer davantage d'emplois pour le Botswana. C'est ainsi que nous voyons les choses. La découverte de ce diamant fait face à une période difficile dans l'industrie du diamant, avec des prix qui ont atteint leur plus bas niveau depuis 4 ans. Peu importe que le marché du diamant soit encore déprimé, nous commençons à voir la lumière au bout du tunnel. Nous commençons à voir les marchés réagir. Nous pensons donc qu'avec ce type de découverte, la pierre précieuse atteindra une valeur assez importante, qui sera ensuite distribuée en conséquence et qui contribuera à influencer la trajectoire de développement de notre gouvernement. Pour sa part, le chef de l'État botswanais, Son Excellence Mokwetsi Masisi, chaque diamant reste précieux et de grande valeur. Il représente tout pour nous, dans les bons comme dans les mauvais moments. Le prix du diamant traverse actuellement une période très difficile, mais chaque diamant reste précieux et de grande valeur. Nous voulons donc en prendre soin, l'optimiser et en avoir le meilleur prix. On ne sait pas encore si cette découverte produira des gemmes de la plus haute qualité, mais sa taille indique qu'elle vaudra probablement des millions de dollars. Cette découverte est en grande partie due à une technologie récente de détection par rayon X, mise au point par la société Lucara Diamond et utilisée depuis 2017, qui permet d'extraire de plus grosses pierres précieuses du sol sans qu'elles ne se brisent en morceaux. Je disais tantôt au début de cette émission qu'elle sera rythmée par les événements en Chine, où nombreux chefs d'État, une vingtaine, plus précisément 25 chefs d'État, prennent part à ce grand sommet sino-africain. Et le Congo y est. Le Congo est représenté par son chef d'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République congolaise, qui participe comme nombreux chefs d'État au sommet sino-africain en Chine. Le Congo et la Chine ont à date 60 ans de relations diplomatiques. C'est pas rien. Reportage Richard Gozo, Charlotte Abdoulaye et Marcel Bassolé. Les relations diplomatiques entre la République du Congo et la République populaire de Chine ont été établies le 22 février 1964.
En septembre 1964, alors qu'il était jeune officier, Son Excellence Denis Sassou Nguesso, actuel chef de l'État de la République du Congo, faisait partie des premiers cadres congolais à se rendre en Chine. Ce 2 septembre 2024, soit 60 ans plus tard, il effectue sa 17e visite en Chine. À sa descente d'avion à l'aéroport international de Beijing, le couple présidentiel congolais est accueilli par le ministre chinois de l'Éducation, M. Wai Jinpeng. L'ambassadrice de Chine au Congo, Mme Li Yang. Côté congolais, il y avait l'ambassadeur du Congo en Chine, M. Jacques Jean-Luc Nyanga, et sa suite. Dans ce cadre, le cérémonial d'accueil commence par la mise en place d'une haie d'honneur bien organisée, puis les majorettes dans une chorégraphie des grands jours parfaitement exécutée. Le président de la République du Congo répond alors à l'invitation du président de la République populaire de Chine, Son Excellence Xi Jinping, à participer au 9e forum sur la coopération sino-africaine. Sur le thème « Unir nos forces pour faire progresser la modernisation et construire une communauté de destin sino-africain de haut niveau ». En ce qui concerne les enjeux, le sommet examinera et adoptera le plan d'action sino-africain, également appelé « Plan d'action de Beijing ». Ce document définira les priorités de la coopération entre la Chine et l'Afrique, en se basant certainement sur l'initiative mondiale lancée par le président chinois, Son Excellence Xi Jinping, et soutenue par les Nations Unies. La participation du Congo au FOCAC 2024 est couplée à la visite d'État du président de la République du Congo, Son Excellence Denis Sassou Nguesso, en Chine, à partir du 6 septembre 2024, en raison, entre autres, du fait que le Congo va assurer la coprésidence du FOCAC en remplacement du Sénégal. Tout compte fait, la Chine a toujours marqué sa disponibilité à renforcer ses relations de soutien mutuel et sa coordination stratégique avec le Congo afin de faire avancer leur coopération dans divers domaines. Les 60 ans de cette coopération célébrée en février 2024 sont à la fois techniques, stratégiques et économiques. Elle a été élargie au niveau de partenariat stratégique global en 2026 et s'inscrit également dans le cadre de la coopération sino-africaine. Après le Congo dirigé par son Excellence le Président Denis Sassou Nguesso, nous allons rester toujours en Chine pour parler de la Guinée-Conakry. Cette Guinée présidée par son Excellence Mamadi Doumbouya et qui se comporte à merveille et qui fait son petit bonhomme de chemin. Le président de la République de la Guinée-Conakry, lui aussi, est en Chine. Son Excellence le général Mamadi Doumbouya a eu des entretiens de haut niveau avec les dirigeants chinois. Reportage Séverin Tchatchoua, Gozo Richard, Charlotte Abdoulaye et Marcel Bassolé. Le général Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, en visite d'État en République populaire de Chine, à l'invitation personnelle de son homologue chinois, le président Xi Jinping, dans le cadre du Forum sur la coopération sino-africaine, FOCAC. Le 2 septembre 2024, le président de la République de Guinée a eu des entretiens de haut niveau avec les dirigeants chinois. Une rencontre importante a eu lieu ce lundi entre leurs excellences M. Xi Jinping de la République populaire de Chine et le général Mamadi Doumbouya de la République de Guinée. Dans un cadre de respect mutuel et de sincérité, cet événement s'est tenu au Grand Palais du Peuple, ce qui a permis aux deux chefs d'État de réaffirmer l'importance des relations bilatérales entre leurs pays. Le président de la République de Guinée, le général Mamadi Doumbouya, était accompagné par une délégation de haut niveau composée de plusieurs membres du gouvernement, illustrant l'ampleur et l'importance des discussions bilatérales prévues durant cette visite. Les deux présidents ont échangé sur le renforcement de la coopération entre Conakry et Pékin, mettant en avant l'amitié profonde de longue date qui unit la Chine et la Guinée. Depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques, il y a plus de 6 décennies, les deux nations se sont toujours traitées sur un pied d'égalité, avec respect mutuel, et ont maintenu une coopération fructueuse dans divers domaines. Ces dernières années, les relations sino-guinéennes ont connu une expansion significative, marquée par une confiance mutuelle accrue et des progrès constants dans la coopération pratique. Cette visite du président de la République de Guinée, le général Mamadi Doumbouya en Chine, vient insuffler un nouvel élan à cette dynamique, ouvrant la voie à un développement global et approfondi des relations cordiales entre les deux pays. Dès le début de leurs échanges, le président chinois, son Excellence
Xi Jinping a salué les progrès extraordinaires réalisés dans les relations bilatérales depuis le 5 septembre 2021, soulignant que la décision de les porter au niveau de partenariat stratégique à toute épreuve contribuerait à renforcer encore davantage les liens entre la Chine et la Guinée. Le président de la République de Guinée, le général Mamadi Doumbouya, a ensuite transmis les salutations du peuple guinéen aux autorités et au peuple chinois, tout en sollicitant un soutien de la Chine pour la mise en œuvre du programme de développement socio-économique de la Guinée. Dans cette optique, le général Mamadi Doumbouya a présenté le programme Simandou 2040, une initiative ambitieuse qui s'étend sur 15 ans et qui vise à transformer l'économie guinéenne. Ce programme hautement stratégique, dont le projet Simandou est le catalyseur, s'articule autour de différents domaines, entre autres l'agriculture, l'industrie alimentaire et le commerce, l'éducation et la culture, les infrastructures, les transports et les technologies, l'économie, les finances et l'assurance, la santé et le bien-être. Après son tête-à-tête avec le président Xi Jinping, le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, a été reçu à la résidence des hôtes d'État de Diaoyutai avec les honneurs de son excellence Ding Xuexiang, membre permanent du bureau politique du Parti communiste chinois et l'un des plus hauts dirigeants de la Chine. Cette rencontre bilatérale a été l'occasion pour le chef de l'État guinéen, le général Mamadi Doumbouya, et son excellence Ding Xuexiang de discuter longuement sur les moyens de renforcer les liens entre la Chine et la Guinée, un partenaire de longue date, notamment dans les domaines des infrastructures, des mines et de la coopération internationale. Les échanges ont ainsi porté sur divers sujets d'intérêt commun, y compris des projets de développement économique. Son excellence Ding Xuexiang a exprimé sa gratitude au président de la République de Guinée, le général Mamadi Doumbouya, avant de souligner avec satisfaction que la Guinée a été le premier pays d'Afrique subsaharienne à établir des relations diplomatiques avec la Chine. Il s'est également réjoui de l'approfondissement continu des liens d'amitié sino-guinéens. Pour sa part, le président de la Guinée, le général Mamadi Doumbouya, a exprimé sa gratitude envers les autorités chinoises pour l'accueil chaleureux qu'elles ont réservé à la délégation guinéenne. Il a ensuite réaffirmé son engagement à consolider davantage les relations bilatérales entre la Guinée et la Chine. La participation du président de la République de Guinée, chef de l'État, chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya au FOCAC, ainsi que ses rencontres avec les hauts dirigeants chinois, témoignent de l'engagement de la Guinée à renforcer sa coopération avec la Chine. Cette visite officielle du chef de l'État ouvre de nouvelles perspectives pour le développement des relations bilatérales et marque un nouveau jalon dans le partenariat stratégique entre les deux nations. Nous allons maintenant parler du Sénégal, cet autre pays de l'Afrique de l'Ouest, présidé par son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, qui lui aussi a participé au 9e sommet sino-africain du côté de Beijing. Son Excellence Bassirou Diomaye Faye a accordé des audiences à Beijing et a aussi été reçu par ses homologues chefs d'État africains, tous présents en Chine. Marcel Bassolé nous en fait le compte rendu aux côtés de Séverin Tchatchoua et de Richard Gozo. Le président du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a rendu une visite au président du Nigeria, son Excellence Bola Tinubu, dans le but de renforcer la collaboration entre Dakar et Abuja. Lors de la rencontre avec le président en exercice de la CEDEAO, les échanges ont également porté sur la situation sous-régionale. Par la suite, le chef de l'État sénégalais, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a accordé une audience au directeur du département Afrique du FMI. La première rencontre entre son Excellence Bassirou Diomaye Faye et du directeur du département Afrique du FMI, M. Abebe Aemro Selassie, a traité des sujets tels que les défis et le développement du Sénégal, ainsi que l'amélioration du cadre macroéconomique national et subsaharien. La visite en Chine du président de la République du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, était très attendue par les Sénégalais résidant en Chine, qu'il s'agisse d'étudiants ou d'hommes d'affaires. Ces derniers étaient honorés et fiers de rencontrer leur chef d'État et ils n'ont pas manqué de lui exprimer leurs inquiétudes. En Chine, on ne peut pas renouveler notre passeport, ni à l'ambassade, ni au consulat. Donc on est obligé d'attendre une délégation qui va venir dans 2 ans, 1 an, on ne sait jamais. Et ça, c'est un grand souci en Chine. Sans passeport, tu ne peux rien faire. Les comptes sont bloqués. Même l'allocation de ta bouche, tu ne peux pas recevoir. On en a profité pour le féliciter de son engagement pour le développement du Sénégal et aussi lui faire part de certaines doléances. Tout ça pour aider la diaspora de Chine
à se développer et à développer le Sénégal. Une oreille attentive et des échanges fructueux sur les opportunités d'investissement au Sénégal. Les chefs d'entreprise sénégalais, venus avec leurs partenaires chinois, explorer les différentes possibilités et moyens de contribuer au développement du Sénégal grâce à des partenariats publics-privés. Les secteurs que nous visons sont les secteurs divers. On peut citer le secteur de l'énergie, parce que les membres de nos chambres de commerce sont intéressés par l'ouverture d'usines concernant le secteur de l'énergie, mais également le secteur comme les produits de consommation, à savoir tout ce qui est ustensiles de cuisine, tout ce qui est également les solar panels, etc. Avec le même engagement et la même détermination que cet homme d'affaires sénégalais qui vit en Chine depuis près de 20 ans et les entrepreneurs du China Africa Investment and Development ont été reçus par son Excellence Bassirou Diomaye Faye, chef de l'État du Sénégal. Après la Chine, retour en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ce pays qui est pratiquement la locomotive de l'Afrique de l'Ouest et qui, au ministère de la Défense, est dirigé par le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara, qui a décidé de faire de la sécurité des Ivoiriens une priorité absolue. Les Ivoiriens, comme d'ailleurs toute la planète, ont apprécié le 7 août, date de la fête d'indépendance de la République de Côte d'Ivoire, le défilé ô combien spectaculaire de l'armée de Côte d'Ivoire. Quand on a un brillant ministre qui veille à la sécurité du peuple ivoirien, on peut simplement se dire Dieu merci. Nous allons parler de quelque chose qui est devenu pratiquement une routine en Côte d'Ivoire. La deuxième manœuvre militaire aérienne conjointe, armée ivoirienne, armée française, s'est tenue dans la région du Béké en début de ce mois de septembre. Reportage Ousmane Koulibaly, Eddy Lévite-Vonan, Charles Abdoulaye, Marcel Bassolé. La deuxième manœuvre militaire aérienne conjointe armée ivoirienne, armée française s'est tenue du 1er au 3 septembre 2024 dans la région de Béké. L'objectif principal de cet entraînement, qui survient après un autre déroulé en juin 2024, était de garantir que la base aérienne de Bouaké respectait son contrat opérationnel dédié à l'aviation de combat, tout en renforçant les compétences opérationnelles des pilotes ivoiriens sur les nouvelles acquisitions. Au terme de 72 heures d'interception, d'interdiction ainsi que de patrouille conjointe et de contrôle d'espace aérien, les deux états-majors ont exprimé leur totale satisfaction. Cet exercice, qu'on va en retenir, c'est bien notre montée en puissance du partenariat militaire opérationnel entre la Côte d'Ivoire et la France, ce qui va nous permettre pour les prochaines éditions de continuer à améliorer et à augmenter notre interopérabilité et la totalité des exercices opérationnels que nous pourrons faire dans les prochaines années. Pour l'état-major ivoirien, le contrat opérationnel est simple: assurer l'intégrité de l'espace aérien et en préserver l'inviolabilité. La hiérarchie militaire ivoirienne, à travers cette manœuvre, vise à éprouver la capacité et la complémentarité des moyens globaux pour la défense et le contrôle de l'espace aérien ivoirien. Ceux utilisés pour la coercition en cas de nécessité, ainsi que la chaîne logistique de l'aviation de combat. Le déroulement de la manœuvre a engagé une dizaine d'aéronefs de tout type, permettant de revisiter une panoplie de savoir-faire, ainsi que les opérations de protection d'avions au sol, des patrouilles aériennes avec tireurs embarqués, le ravitaillement en vol et l'interception, entre autres, ont permis aux participants de s'approprier les dernières avancées tactiques. Les commandants en forces aériennes des deux armées ont parcouru les points essentiels depuis le centre de contrôle d'Abidjan avant de se rendre au théâtre des opérations à Bouaké, où ils ont pu observer le déroulement d'une opération d'interdiction pendant le vol, leur avion servant de cible pour les avions intercepteurs. La deuxième manœuvre militaire aérienne conjointe armée ivoirienne, armée française a rassemblé une centaine de pilotes, de personnel de soutien ainsi que de personnel de planification. Ce succès de cette manœuvre militaire aérienne démontre non seulement l'importance primordiale de la base aérienne de Bouaké dans le dispositif de coercition aérienne des forces armées de Côte d'Ivoire, mais également l'efficacité de la coopération militaire franco-ivoirienne. Eh oui, la Côte d'Ivoire, sécurité garantie, c'est l'heure de notre grand format. S'il y a des exemples à suivre par ceux-là même qui sont les boussoles de nos jeunes générations, et même de nous-mêmes en Afrique, on peut dire sans embâche qu'elle figure dans le top 3 des exemples à suivre en Afrique. Elle totalise pratiquement 4 décennies au service de son pays, le Gabon.
C'est une dame qui a laissé des traces indélébiles dans son pays pour le bonheur de jeunes générations de Gabonais et ainsi que des Africains. Elle nous a fait l'honneur de nous accorder une interview il y a de cela quelques années pour parler de sa profession, une profession austère, pour lever un pan de voile sur cette profession honorifique. Les équipes de CNN Côte d'Ivoire, CNN Cameroun, CNN France et CNN Gabon ont décidé pour cette rentrée du programme Constitution Week News de faire dans ce grand format un sujet récapitulatif sur cette grande dame, cette icône d'Afrique qui nous a accordé une interview, comme je le disais tantôt, pour parler de cette profession et surtout édifier la nouvelle génération, la jeunesse, ainsi que ceux du monde qui comprennent pas souvent la complexité de nos États. Vous verrez comment le commun de mortels peut souvent se tromper dans des analyses erronées quand on voit comment cette dame, du haut de sa stature, peut demander même à la haute institution, dans nos pays, c'est la présidence de la République, de respecter les lois constitutionnelles. Et vous verrez cette dame qui n'est autre que le docteur Marie-Madeleine Borantzou, qui est l'objet de notre grand format. Madame le Président de la Cour constitutionnelle, A comme l'Afrique. Qu'avez-vous apporté à l'Afrique? Je suis d'abord un enseignant. Au-delà du fait que je suis magistrat, je suis un enseignant. Donc j'ai eu à encadrer pendant plus de 10 ans des étudiants à l'université Omar Bongo Ondimba et à l'Institut de l'économie et des finances qui accueillait les étudiants venus de l'Afrique, de toute l'Afrique. Mais je peux dire que ce que j'ai apporté et qui continuera à bénéficier aux jeunes Africains, c'est un cadre de formation de qualité multidimensionnel, parce que j'ai créé un lycée à cycle complet de la 6e jusqu'en terminale dans toutes les disciplines scientifiques, littéraires et autres. Mais j'ai également créé l'Université internationale de Libreville qui comprend en son sein plus de 5 établissements dont je peux en citer quelques-uns, l'Institut de sciences de gestion et d'économie appliquée, la faculté de droit et des sciences politiques, l'Institut de recherche biomédicale et technologique, mais également Polytechnique de Libreville. Et cette grande université est ouverte sur le monde entier. Les enseignants viennent du monde entier. Et les étudiants également, puisqu'il y a non seulement des internats au niveau du lycée, mais également des campus au niveau du supérieur. Donc, je pense que c'est ce que j'aurais apporté de pérenne pour mon pays. Il y a eu d'autres actions que j'ai menées pour l'Afrique. Je fais partie de ceux-là qui ont créé, au niveau qui est le nôtre ici, c'est-à-dire sur le plan juridictionnel, la conférence des juridictions constitutionnelles africaines. Et le Gabon ici, plusieurs fois, a eu à ouvrir les portes de l'institution ici pour accueillir des juges des autres pays qui venaient ici pour justement renforcer leur savoir en matière de contrôle, de constitutionnalité ou de gestion des périodes électorales et bien d'autres encore. Mais ce que je retiens de fondamental, c'est la formation. Vous convenez avec moi que pour l'Afrique, elle aura apporté beaucoup de choses que nous-mêmes étions loin d'en savoir. Le président de la Cour constitutionnelle du Gabon s'est toujours distingué par la juste application des droits envers tous, et le plus dur, face à l'exécutif gabonais au pouvoir, elle a tenu tête aux différents intervenants. Un acte inscrit à l'encre indélébile, la première décision de la Cour constitutionnelle. L'anecdote, c'est celle d'ailleurs qui marquera l'histoire de cette juridiction. En effet, 3 mois à peine après la prestation de serment des tout premiers membres de la Cour constitutionnelle, l'institution va être saisie par le président de la République pour examiner
la loi organique relative au Conseil national de la communication. Après examen de cette loi organique, la Cour constitutionnelle va censurer plusieurs dispositions de cette loi organique parce qu'elle violait les droits fondamentaux de la personne humaine. Et elle violait également le principe de la séparation des pouvoirs, ainsi que le traitement égalitaire de tous les partis politiques dans les médias publics. Nous rendons la décision, et conformément à la Constitution, la décision de la Cour s'impose à tous les pouvoirs publics, à toutes les personnes physiques et morales, à toutes les juridictions. Quelle n'a pas été notre surprise quand le lendemain, nous sommes invités par le protocole d'État à se rendre à la présidence de la République. Bon, mes collègues et moi, nous nous rendons à la présidence de la République en pensant que le chef de l'État voulait nous recevoir pour nous demander si les conditions de travail mises à notre disposition par le gouvernement étaient adéquates. Quelle n'a pas été notre surprise? Lorsqu'on arrive à la présidence de la République, on nous amène directement dans une grande salle où on nous installe et on se retrouve en présence du Premier ministre de l'époque, du président de l'Assemblée nationale de l'époque et de plusieurs autres personnalités du cabinet présidentiel. Après quelques minutes, on annonce l'entrée en salle du président de la République. Donc nous sommes là, on ne sait pas pourquoi, nous ne connaissons pas l'objet de cette rencontre, mais alors officielle, avec les médias qui étaient là. Et le chef de l'État prend la parole et nous dit bon, Madame le Président de la Cour, ce n'est pas moi qui vous ai convoqué ici, c'est le Premier ministre, c'est le Président de l'Assemblée nationale, parce que vous venez de rendre votre toute première décision, et celle-ci ne plaît pas du tout au gouvernement et au Président de l'Assemblée nationale. Donc, il leur passe la parole. Il dit, bon, vous qui avez convoqué les membres de la Cour, je vous passe la parole, vous allez leur expliquer les raisons pour lesquelles vous m'avez demandé d'inviter les membres de la Cour ici à la présidence de la République. Et le Premier ministre de l'époque prend la parole avec un air, mais vraiment de dédain, de voilà, vous, Madame le Président, les membres de la Cour et vous-même, vous venez de rendre une décision, comment un grand parti politique comme le Parti démocratique gabonais va bénéficier du même temps d'antenne que tous les petits partis, les partis gazelles qui viennent d'être créés, vous voyez, mais avec un ton désobligeant à l'égard de la juridiction. Après, il passe la parole à son compère, c'est-à-dire le président de l'Assemblée nationale, puisque tous les deux étaient du même parti politique, le Parti démocratique gabonais. Et celui-là aussi prend la parole avec des airs, mais pour nous donner des leçons. Voilà. Le Premier ministre de l'époque prend la décision à la Cour et la balance là sur la table. Oui. Alors, mes collègues et moi, nous sommes là, on n'a pas besoin, on n'a même pas le temps de solliciter du chef de l'État un temps pour nous concerter. Non, je prends la parole et puis je m'adresse au président de la République et je lui dis, Monsieur le Président de la République, que si mes collègues et moi, nous avons répondu favorablement à votre appel, c'est parce que vous êtes la première institution de ce pays. Si on avait su que c'était pour venir vous justifier ou justifier la décision de la Cour, on n'allait pas du tout répondre à votre invitation parce que, Monsieur le Président de la République, veuillez noter vous-même, le Premier ministre, chef du gouvernement, le Président de l'Assemblée nationale, que les décisions de la Cour s'imposent à tous les pouvoirs publics, à toutes les personnes physiques ou morales, à toutes les institutions de la République, et même à tous les citoyens. Et donc, vous, Monsieur le Premier ministre, et vous, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, il vous incombe d'aller exécuter cette décision. Il n'y a pas de débat. Et si vous n'avez pas lu la Constitution, je me permets de vous le rappeler, que la Cour constitutionnelle ne peut pas se justifier ou justifier les décisions qu'elle rend, elle s'impose à tous. Après cela, je m'adresse au chef de l'État, je dis, bon, Monsieur le Président de la République, avec votre permission, mes collègues et moi, nous regagnons
le siège de la Cour constitutionnelle. Comment certains des cadres de la politique gabonaise de cette époque perçoivent-ils cette Cour constitutionnelle? Notre Cour constitutionnelle a parcouru un chemin fort appréciable et a contribué largement au renforcement de la démocratie dans notre pays. Vous savez que la Cour constitutionnelle a eu à jouer un rôle très délicat, un rôle très difficile, un rôle très ingrat. La Cour constitutionnelle, qui est la plus haute juridiction de l'État et qui a des missions importantes en ce qui concerne justement la démocratie, et je dis que la Cour constitutionnelle s'est acquittée de manière honorable de ses principales missions. C'est la décision de la Cour constitutionnelle, ça ne se commente pas. Tout en remerciant toutes les équipes de rédaction de CNN, tous mes techniciens, je pense à Ousmane Koulibaly, Eddy Lévite-Vaunan, je pense à Marcel Bassolé, Séverin Tchatchoua, Eric Biquet, Stéphane Ligo, Richard Gozo, Charlotte Abdullah, toute l'équipe de rédaction de ce programme constitué Kaluik News qui sont de retour. Et n'oubliez pas de regarder tous vos programmes concoctés et mitugés comme ça par Stéphane Ligo du côté du Cameroun et en Côte d'Ivoire, Lévite et Divonan, sans oublier le relais depuis Paris. 24h/24 sur cnntv.ci et en replay sur www.ciwebinfo.net. À tous et à toutes, restez fidèles à ce programme. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. C'est terminé pour cette émission constituée Kaluik News. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Au revoir.